La Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des cours méthodiques et populaires de philosophie, François Julien propose une séance intitulée « Différence ou décoïncidence ». Donc aujourd'hui, je vais revenir à ce concept de décoïncidence et pour décoïncider avec moi-même, je serai en dialogue avec Alain Douchevski à propos de ce qui est une mise en regard ou une réflexion de ce concept de décoïncidence vis-à-vis du concept qui a dominé la pensée européenne à la fin du XXe siècle, et d'abord chez Derrida et chez Deleuze, mais j'aurais pu aussi passer par Jean-François Lyotard, qui est la différence. La différence qui a été le grand concept, disons, majeur pour renverser la métaphysique et donc déconstruire la tradition philosophique européenne. Alors, je vais commencer brièvement par revenir sur ce concept de décoïncidence pour en rappeler quelques traits. Et ensuite, je passerai rapidement, tout ça sera très rapide, par la différence chez Derrida puis chez Deleuze. Et ensuite, Alain Douchevski prendra la parole. La séance sera peut-être un peu plus longue que d'habitude, parce que nous sommes deux, et nous avons ce partage de parole. Pour aller très vite, pour justifier ce concept de décoïncidence qui dérange un peu la langue, le A de Derrida pour différence l'a dérangé aussi. Je résumerai celui-là très brièvement en disant que quand les choses coïncident au sens propre, c'est-à-dire au sens premier, géométrique, c'est-à-dire de lignes ou de surfaces qui se recoupent complètement et donc coïncident, sens premier du terme, eh bien, c'est adéquat. Mais du fait même que c'est adéquat, eh bien, il n'y a plus de jeu, ça ne travaille plus, donc c'est mort. Donc ce que met en question ce concept de décoïncidence, c'est que quand les choses coïncident, elles sont dans l'adéquation, donc c'est positif, mais ce positif de lui-même s'enlise en positivité, s'installe dans son adéquation, donc s'enlise en positivité et donc se stérilise. Et donc ce qui est important, c'est comment ce positif s'installant en positivité, eh bien en fait, se retourne en négatif, mais en négatif dont on ne se rend pas compte. Donc d'autant plus négatif qu'on le croit, disons, justifié par cette positivité de principe. Et donc c'est ça qui est en jeu, c'est cette inversion du positif s'implantant, triomphant, en positivité qui, elle, n'est-ce pas, se révèle négative. Qui se révèle négative, mais c'est comme quand on dit ce positif s'endormant, s'enlisant, s'installant dans la positivité, c'est comme quand vous dites le droit positif. Vous savez ce que dit l'adage latin, sumum ius, summa ignoria. Plus le droit est suprême, parfait, installé, plus est grande l'injustice. Quand on parle de religion positive, qu'on opposait à l'époque de la Lumière à la religion naturelle. Donc, c'est ça qui est en question, et si donc les choses en coïncidant, c'est-à-dire en s'installant dans leur adéquation, donc en se justifiant dans leur caractère positif, sont conduites de ce fait même à s'installer, s'enliser en positivité qui en fait bloque, ne laisse plus travailler, donc est mortelle. Voilà pourquoi il faut décoïncider, c'est-à-dire fissurer ces coïncidences qui se sont établies. Pourquoi ? Pour remettre en chantier, pour ouvrir du possible. C'est donc la justification de ce concept de décoïncidence qui, force un peu la langue au départ, mais je crois se justifie par cette raison qui traverse toute notre activité, ce qui fait donc cette vocation du concept à parler de nos pratiques les plus diverses. J'ai eu l'occasion précédemment d'évoquer quelques lieux premiers où je perçois à l'œuvre ce concept. Chez Lucrèce, ce point le plus intéressant de sa pensée, qui est que si les atomes tombent comme ils devraient tomber, normalement, c'est-à-dire verticalement, eh bien, ne se rencontreraient pas. S'ils tombaient donc selon l'adéquation de cette verticalité tombant comme la pluie verticalement, eh bien, les atomes ne se rencontreraient pas, rien ne se passerait. Donc, il a fallu que Lucrèce pense
cette décoïncidence dans la chute des atomes, décoïncidence qui ne se perçoit pas, mais que nous sommes amenés à impliquer pour que les atomes décoïncidents de la verticalité de leur chute puissent se rencontrer, et donc qu'il y ait un monde, sans quoi il n'y en aurait pas. Donc vous voyez, ce point qu'on a tant critiqué chez Lucrèce comme étant une sorte de trou dans la rationalité matérialiste est en fait le point le plus intéressant, ce fameux clinamen, qui fait donc cette décoïncidence par rapport à la verticalité de la chute légitime, adéquate de ces atomes, et qui, elle, est, disons, productrice, puisque c'est de ce clinamen que le monde est advenu. Bon, autre exemple, je ne m'y attarde pas, je dirais que la grande idée du christianisme, c'est que Dieu, coïncidant avec Dieu, est mort. C'est-à-dire s'enferme dans son essence de Dieu et son adéquation avec lui-même, qu'il a fallu que Dieu, dans la pensée chrétienne, décoïncide de lui dans son Fils. Lui, le Père, dans son Fils envoyé dans le monde, lui, le Maître, dans son Fils, mourant comme un esclave sur la croix. Donc, cette idée, c'est qu'il faut décoïncider pour, disons, remettre en chantier, ou, je dirais, rouvrir du possible, et non pas s'enfermer dans une adéquation qui se stérilise. Alors, je crois que ça traverse toute nos pratiques. Par exemple, en art, le fait que vous n'êtes artiste que si vous décoïncidez de l'art déjà fait. Si vous restez dans l'adéquation de l'art reconnu comme tel, des critères du beau ou des critères de l'art installés, eh bien, on dira oui, c'est beau. Simplement, ça ne sera plus de l'art, ça sera du conformisme, ça sera de l'art, disons, académique, ce sera plus de l'art en action ou en création. Je dirais que c'est même le problème de tout artiste, se levant le matin, c'est qu'il a à décoïncider de l'art qu'il a déjà fait, de l'adéquation dans laquelle qu'il a atteinte, dans laquelle il tendrait à s'installer pour, justement, la fissurant, eh bien, rouvrir du possible. Dans la pensée, je ne pense qu'autant que je décoïncide du déjà pensé, ou que je décoïncide de ce que j'ai déjà pensé. Au fond, Aristote n'a pas tant critiqué Platon, même si c'est ce qu'il dit, qu'il n'a décoïncidé du platonisme, c'est-à-dire de la pensée de Platon s'installant en platonisme, de façon à quoi faire? Non pas vraiment faire apparaître une autre vérité, mais rouvrir du possible dans la pensée, ouvrir un nouvel accès au pensable. Bon, j'ai l'occasion de dire souvent qu'en psychanalyse, me semble-t-il, une cure analytique, au fond, vise, c'est peut-être trop dire, en tout cas, incite le patient, l'analysant, à décoïncider de l'adéquation psychique dans laquelle il est, qui l'enferme, à la fois qui le fait souffrir, et en même temps à laquelle il tient, puisqu'il coïncide avec elle, et c'est donc, il est d'accord avec lui-même, même si cet accord, quelquefois, le fait souffrir, est traumatique, et qui fait que c'est cela qu'il faut fissurer, que le psy, comme on dit, psychanalyste, psychothérapeute, est amené à... Enfin, il ne peut pas le faire lui-même, bien sûr, mais ce qu'il peut inciter à... Merci. À faire que le patient puisse commencer de fissurer cette adéquation, encore une fois, dans laquelle il est bien, et en même temps qu'il fait en souffrir. Bon. Autre exemple, la médiation, champ d'activité qui se développe de plus en plus aujourd'hui, et pas seulement parce que la justice est encombrée, c'est qui conduit donc le médiateur à faire décoïncider chacune des parties de sa coïncidence. Chaque partie en médiation croit avoir raison, et dans une adéquation avec elle-même. C'est elle qui a raison, elle est dans son droit. Et le médiateur fissure ces deux coïncidences dans lesquelles sont chacune des parties, chacun pensant avoir raison. Pourquoi? Pour ouvrir du possible. Et pour ouvrir un possible qui n'a peut-être pas été imaginé par les deux parties. Impossible, c'est vraiment impossible, se rouvrant au-delà des positions, disons, constituées. Alors, ce concept de décoïncidence peut donc circuler à travers la diversité de nos pratiques, mais en même temps à une dimension, je dirais, éthique et politique.
C'est pour ça d'ailleurs que nous avons cru bon à quelques-uns de nouer une association sous son titre. Éthique, je dirais, parce que je ne vis vraiment qu'autant que je décoïncide de ce que j'ai déjà vécu. Qu'autant que je ne me répète pas, ou qu'autant que je ne fais pas que prolonger ma vie passée, mais que je la reprends, que je la dégage, que je la réamorce, et donc que je rouvre du possible dans ma vie. Si je reprends ce verbe essentiel qui a fait, pour une part, notre modernité, exister, l'existence, en entendant dans son étymologie latine se tenir hors de soi, ex sistere, je dirais que je n'existe qu'autant que je me tiens hors, parce que je décoïncide, que je me tiens hors de l'adéquation de moi avec moi, de ma vie avec ma vie, dans laquelle se tient le sujet. Donc je n'existe, au sens donc exister, se tenir hors, qu'autant que je peux, décoïncidant de moi, de ma vie, me tenir hors de ce que j'ai déjà vécu, m'en projeter, me risquer dans quelque chose que je n'ai pas encore vécu, donc rouvrir du possible. Si je reste dans mon adéquation intérieure qui se fige, donc je reste dans ma bulle, je ne vis plus. Et je dirais encore sur un plan éthique que que tant que je coïncide avec moi, je ne peux pas rencontrer l'autre. Je ne rencontre l'autre qu'autant que je décoïncide de moi-même, c'est-à-dire qu'autant que je fissure cette coïncidence, cette adéquation de moi avec moi, et donc, oui, fissure, ouvre une brèche, n'est-ce pas, de sorte que l'autre puisse effraction dans la clôture de mon moi, dans cette adéquation de moi avec moi, et que puisse s'ouvrir entre nous un possible inédit ou inouï. Pour qu'il y rencontre, il faut que chacun décoïncide de soi pour ouvrir, disons, entre nous ce possible d'une rencontre qui nous fait nous tenir hors de ce déjà vécu. Si chacun ou tant que chacun coïncide avec soi-même, il n'y a pas rencontre. C'est-à-dire pourquoi la philosophie classique n'a pas pensé la rencontre. La rencontre, elle remplit nos vies, plutôt nos vies sont faites de rencontres, mais on a pensé la rencontre que, disons, au début du XXe siècle, puisque la figure classique du sujet maître de lui, autonome, libre, n'est-ce pas, donc de dépendant que de lui-même, eh bien empêchait de penser à la rencontre, puisque le sujet était en coïncidence avec lui-même. Il faut donc penser comment le sujet peut décoïncider de lui-même, fêler sa propre coïncidence, son autarcie, cette adéquation de soi avec soi, pour qu'une rencontre soit possible. Alors, il me paraît qu'à partir de là, on peut développer aussi une politique de la décoïncidence. À partir de cette idée toute simple, c'est qu'une idée, justement, quand elle devient coïncidente, parce que collectivement assimilée, et donc se reposant dans son adéquation, devient idéologique. Une idée, parce que devenant coïncidente, devient idéologique. Et par là, devenant coïncidente, elle impose son évidence, elle sécrète la bonne conscience et finalement forme une obédience. J'ai dit, dès lors qu'elle devient collective, je n'ai pas dit commune. Le collectif est agrégatif. Le commun, c'est autre chose. Le commun, c'est du partage. Non, mais dès lors qu'il y a assimilation collective, c'est-à-dire que par addition, n'est-ce pas, par superposition, cette idée s'entasse, n'est-ce pas, collectivement, se répand comme ça massivement, eh bien, elle devient coïncidente et donc ne se questionne plus, ne s'interroge plus, ne se soupçonne plus. Et c'est du fait qu'elle ne se soupçonne plus qu'elle s'enlise dans son évidence, elle-même sécrétant l'obédience, eh bien qu'elle devient idéologique, c'est-à-dire qu'elle n'est plus réfléchie. Et qu'elle exerce une pression, un pouvoir, nous rendant passifs, ce qui est, disons, constitue, si je peux dire, le dégât du politique. Donc ce devenir coïncident, devenant idéologique, est dangereux, parce que collectivement assimilé, il n'est plus interrogé. Et donc il forme une sorte de chape, de couvercle idéologique, n'est-ce pas, sous lequel
vit la société. Là encore, il faut fissurer cette coïncidence faisant obédience, fissurer cette obédience de façon à ce que, eh bien, toujours la même chose, non pas projeter sur le futur un bien ou, disons, une finalité, mais rouvrir du possible dans la société. Bon, la question est au plus importante aujourd'hui que les médias sont des grandes machines à ressasser ces coïncidences idéologiques, on le sait suffisamment, et disons à peser comme cela, sans qu'on se rende compte, à nous rendre passifs de cette sorte de ces formes de coïncidences idéologiques tellement installées qu'on ne les remarque même plus, qu'on ne les soupçonne plus, et qu'elles enlisent notre capacité. Alors bon, je prends un exemple tout simple. Vous voyez, un mot qu'on a maintenant, un mot qui devient coïncident et qui, je pense, quelque part fait couvercle, donc restreint les possibles et ne fait plus travailler la pensée, ne fait plus travailler la vie politique. C'est le mot résilience. Vous voyez, c'est un mot. Alors, les mots coïncidents, au départ, sont pertinents. Il y a évidemment une pertinence à ce terme, mais dès lors qu'on le met surtout comme une sorte de sparadrap, ou disons, dès qu'il y a le moindre négatif qui survient, quel qu'en soit son mode, n'est-ce pas? On dit, résilience, maintenant encore aujourd'hui, résilience économique face à ce qui... Pourquoi le mot résilience, comme ça, s'impose-t-il aussi collectivement, et par là même n'est plus réfléchi, reste-t-il encore pertinent? On pourrait dire aussi bien résistance, n'est-ce pas, que résilience. Simplement, il y a toute une idéologie du CAIR, du soin, qui a massivement... ce que Nietzsche appellerait peut-être, si je reprends son terme, le bouddhisme occidental, n'est-ce pas, qui fait que ce mot résilience fait couvercle, je crois aujourd'hui, de pertinent qu'il était, parce que, disons, pensé, n'est plus vraiment pensé aujourd'hui, et que quelque chose qui nous arrive, qui nous gêne, ou que nous ayons à déplorer, c'est le mot résilience qui est invoqué. Donc je crois qu'il y a, alors je vous dirais que la langue, non pas l'anglais, mais le globish, le global English, évidemment, a un effet coïncident. Et cette coïncidence est d'autant plus grande que le marché mondial, disons, a cet effet de coïncidence généralisée. Alors, je ne dis pas plus parce que, ça tout le monde le sait et le subit. Ce qui est en jeu, c'est que ce qui peut singulariser aussi ce concept par rapport à ce qui a précédé, c'est que la coïncidence, plutôt la décoïncidence, s'écarte de ce qui a été massivement la pensée politique depuis les Grecs, qui est de projeter de l'idéal sur le futur, projeter du modèle. Bien sûr, on peut modéliser de façon locale, mais aujourd'hui, je crois que modéliser globalement, tracer une sorte d'idéal du futur projeté sur l'avenir, ne marche plus. Et donc la vie politique en Europe, qui a été façonnée depuis les Grecs par cette idée qu'il faut modéliser, c'est-à-dire tracer l'idée du meilleur, tracer une idéalité et la projeter sur l'avenir, cela ne marche plus. Pour deux raisons toutes simples. La première, c'est que si l'on peut modéliser techniquement, localement, modéliser de façon globale aujourd'hui me paraît de plus en plus difficile parce que tout est lié, interconnecté, interdépendant, connecté. Bref, tout ça, c'est le fait du monde mondialisé. Et d'autre part parce que l'avenir ne nous parle plus. Le fait que les lendemains qui chantent, on ne les connaît plus, puisqu'on ne sait même pas comment la planète, disons, va survivre à tout cela. Et donc, ce qui a été pour nous une sorte d'évidence historique, en tout cas en Europe, disons, d'abord porté par le religieux, l'idée que nous marchions vers un salut, l'eschatologie, et puis porté ensuite cette idée se laïcisant, disons, dans l'histoire, le fait que nous marchions vers un avenir meilleur qu'aujourd'hui, cette idée-là n'est plus, disons, ne s'impose plus. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On peut revenir sur le présent en disant, demain nous échappe, ou demain, disons, nous échappe ou n'est plus certain, se retirer dans le présent, ce qu'on appelle le présentisme, et s'enfermer dans cette bulle, ou alors on peut dire, non, ce qu'il faut, c'est revenant au présent, puisqu'on ne se fie plus à des projections, modélisations sur le futur, on revient sur le présent pour essayer de fissurer ce qui coince ce présent, ce qui s'installe de coïncidence, qu'il faudrait donc déceler, fissurer, pour, disons, avoir des possibles. C'est signifie donc que
le concept de décoïncidence se dispense de deux choses. C'est ça qui le démarque de la pensée politique classique. Il n'a plus d'arché au sens grec, de commencement, commandement. Parce que décoïncider, c'est un verbe donc qui ne prétend pas à de l'originaire, ne prétend pas à se poser un principe commande à la suite, le sens d'arché, premier mot du vocabulaire d'Aristote. Et en même temps, et c'est, disons, le corollaire, il ne projette pas de fin. Donc, ni arché, ni télos, ni principe, puisque ce qu'il dit, c'est défaire ce qui coïncide. Donc, il ne prétend pas à l'originaire, à se poser en termes premiers, ni non plus télos, fin, à la fois terme et but, ni télos, ni arché, ni télos. Voilà en quoi il se dissocie de la pensée politique grecque et, disons, nous redonne peut-être, tente de rouvrir un nouveau biais pour penser le politique. En plus, il ne se range pas sous le rapport théorie-pratique, qui était le grand rapport matriciel des Grecs. La pensée grecque, d'abord penser en théorie, la forme idéale, le modèle, projeté, puis ensuite se mettre à faire, pratique, pratein en grec, se mettre à faire ce que le modèle, disons, a projeté et a prescrit. Ce qui est le modèle même de la révolution, n'est-ce pas? Théorie révolutionnaire, puis pratique révolutionnaire. Vous savez, la fameuse praxis, c'est comme cela qu'a été pensée la pensée politique en Europe. Or, on le voit bien, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Ces projections sur le futur, révolutionnaires ou utopiques, n'est-ce pas, n'ont plus crédit. Et donc, il me semble que quelque chose de plus modeste, mais d'emblée à l'œuvre, ne passant plus par ce rapport théorie-pratique, fissurer les coïncidences idéologiques, de façon à rouvrir du possible dans la société, serait peut-être, disons, une façon de réenvisager le politique. Je vais aller très vite pour dire cela, parce que je voudrais penser en vis-à-vis ce qui était ce maître mot de la pensée européenne, française, à la fin du XXe siècle, qui est celui de la différence. Et donc, c'est de réfléchir à ce rapport entre différence et décoïncidence, ce qui sera aussi une façon pour moi de justifier ce concept de décoïncidence à l'ombre de ce grand concept de la différence, implanté avec un talent extrême, voire du génie, et par Derrida et par Deleuze. En tout cas, c'est les deux philosophes que je citerai. La différence a donc été invoquée, pensée, pour tenter de renverser le grand édifice de la métaphysique tel qu'il s'est installé dans la pensée européenne depuis les Grecs. Si je commence par, comme machine de guerre contre cette sorte de grand appareil, n'est-ce pas, de la pensée, qu'a été la métaphysique dans toute l'histoire occidentale. C'est d'ailleurs à ce moment-là que les penseurs européens, Heidegger, Derrida, mais déjà Husserl, parlent de l'occidental. Ce n'est pas tellement parce qu'on commence à soupçonner qu'il y a d'autres pensées que l'européenne, c'est aussi qu'on se rend compte qu'il y a une histoire, disons, propre à la pensée européenne, qui est l'histoire de cette construction de la métaphysique et du grand appareillage dont on a tenté de sortir à l'époque moderne. En différence chez Derrida, alors je me réfère à deux textes que je n'ai pas le temps de lire de près, mais qui sont d'une part ce texte, la différence d'En marge de la philosophie de Derrida, et d'autre part Différence et répétition chez Deleuze. Deux très grands textes de la philosophie, vraiment en tout cas dans Deleuze, Différence et répétition, le chapitre qui s'appelle La différence en elle-même, deux textes majeurs, parce qu'ils ont aussi d'audace, parce qu'ils ont aussi d'écriture, parce qu'ils ont d'une puissance de pensée qui justement secoue et broue les modes précédents de pensée, avec une audace, une sorte d'aventure de l'esprit qui, hélas, est un peu retombée depuis. Donc, je commencerai par signaler cette admiration qui est la mienne pour, disons, ces textes-là, et qu'il faut relire de près. Je n'ai pas le temps de le faire aujourd'hui, mais je voudrais souligner quelques traits.
Le premier, c'est que la différence chez Derrida, comme il le dit, n'est ni un mot ni un concept. Faisceau, dit-il, intrication, Deleuze dirait à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on se défie du concept. C'est un fait majeur de sa pensée moderne en France, cette défiance à l'égard du concept, chez Lévinas, chez Derrida, chez Deleuze, c'est-à-dire de ce tour de main, ce tour d'adresse de la généralité qui vient recouvrir l'ici et maintenant, l'immédiat, le sensible, par une sorte d'appareillage qui le masque. Alors, Derrida engage sa pensée de la différence à partir du signe. Du signe, de ce qu'est le signe, de ce qu'est dans sa fonction propre. C'est que le signe se met à la place de quelque chose, de la chose même, autrement dit de la chose présente. Donc, le signe représente le présent en son absence. C'est le fait du signe. C'est-à-dire quand le présent ne se présente pas, le signe, lui, vient le relayer par ce détour que constitue le signe et serait donc une présence différée. Alors, en amont de cela, il y a ce grand séisme très discret, d'autant plus profond pour la pensée européenne au début du XXe siècle, qui est celui de la linguistique de Saussure. On a essayé de penser disons, ce qu'a été je dis séisme, parce que c'est un ébranlement souterrain, mais décisif, même si, en surface, il n'apparaît peu, qui est que Saussure pense la langue en termes de différence. Et seulement en termes de différence. C'est-à-dire que ce qui fait le signe, c'est le caractère différentiel du signe. Ce n'est pas un être du signe, ce n'est pas une propriété du signe, c'est donc pas une positivité du signe. Le signe n'est signe que par les différences, que par des différences, par sa fonction diacritique, qui va de pair avec son caractère arbitraire. Et donc le système des signes est constitué par des différences, donc non pas par des pleins, non pas par des noyaux, mais seulement par des différences, c'est-à-dire des réseaux d'opposition, ce qui fait que dans la langue, il n'y a que des différences. Alors, c'est important pourquoi ? C'est important pourquoi du point de vue de la pensée de l'être, sur laquelle s'est bâtie la métaphysique, c'est important parce qu'il n'y a plus d'être. C'est que le signe, n'étant que par ses différences, n'est pas. Il n'y a plus d'être. Donc, on est sorti, comme ça, subrepticement, de la pensée de l'être, la pensée essentialiste, pour se situer dans un pur fonctionnement par différence qui ne suppose plus le substrat de l'être. Alors, c'est dans cette tradition-là que commence à penser Derrida, et en faisant jouer les deux sens de différer en français, chance du français, d'une part différer au sens de être différent, donc venant de Saussure, être différent, c'est-à-dire ouvrir une différence, comme un éventail, mais il n'y a plus le point de pivot de l'éventail, mais disons, donc cette idée de ce qu'il appelle espacement, n'est-ce pas ? Parce que s'ouvre, ne cesse de travailler des différences entre elles. Et puis le sens de différer. Différer pour dire retarder, pour dire délai, pour dire... Donc, de différer, Derrida exploite deux ressources du français. D'une part, le sens de remettre à plus tard, différer. Et d'autre part, le sens de être autre que. Non pas être identique, mais être autre. En faisant jouer ce suffixe en ans avec un A et non pas un E, toute cette fameuse différence avec un A, cette sorte de faute d'orthographe instituée, parce que le ans, comme dans mouvance, échappe à la distinction actif-passif, donc la rend indécise et donc s'en libère, et donc va vers du processuel ou de l'opératoire,
et non plus dans ce rapport actif-passif qui est une des grandes fonctions de notre langue et qui a notamment institué ces rôles du sujet et de l'objet. Alors, ce qui caractérise la différence chez Derrida, c'est qu'elle n'est pas, le fameux « EST raturé ». Elle ne se présente pas. Il faut entendre dans présence le « être devant ». Présence dit être. C'est l'étant devant qui fait la présence. Donc, si la différence est ce qui rend possible la présentation de l'étant présent, à travers le signe, elle ne se donne jamais comme présence elle-même. Elle n'est donc jamais au présent. Et du même coup, la différence n'est pas, n'a pas d'existence, n'a pas d'essence. Vous voyez en quoi elle sort de l'ontologie. Elle ne relève pas de l'horizon de l'être. Donc une catégorie de l'étant ou de l'absent. Donc la différence, c'est le rapport à la présence impossible. Alors je dirais de même la décoïncidence. Quelque part, les deux se mettent en analogie. La décoïncidence défait aussi l'ontologie, puisque la coïncidence, elle est établie dans l'adéquation, dans la vérité. La vérité se définit classiquement par coïncidence, la fameuse adequatio rei et intellectus, adéquation de l'esprit et de la chose. La coïncidence s'installe dans la positivité, donc dans l'être en adéquation avec lui-même, dans l'être de l'éternité, dans l'être de la vérité. Ça, c'est ce que fait la coïncidence. Et donc la décoïncidence, défaisant la coïncidence, fissure cette adéquation qui s'enlise. Je l'ai dit tout à l'heure, ce positif qui se stérilise, bref, la positivité de l'être. Elle défait l'étalement ou l'établissement dans l'être pour faire du possible. L'autre aspect de la différence derridienne, c'est que le terme qui serait le terme positif pour sortir de l'ontologie, celui qu'il a élaboré comme au centre de cette réflexion, c'est ce qu'il appelle la trace. Je peux en allemand. Si la différence est ce qui fait que le mouvement de la signification n'est possible que si chaque élément qu'on dit présent en fait rapporte à autre chose que lui-même, mais il n'y a que de la trace. Il n'y a plus d'être consistant. Donc il n'y a que de la trace. En même temps qu'il n'y a que de la trace, bien sûr, il n'y a pas ce dont il y aurait trace. Vous voyez, c'est là qu'il y a cet effet majeur, c'est que si on avance le terme de trace, c'est pas pour penser à la question, mais qu'est-ce qui fait la trace? Qu'est-ce qui marque la trace? Non. C'est justement qu'il y a trace sans qu'il y ait de quoi ces traces. C'est là que l'ontologie se retire pour penser à la trace comme étant la seule possibilité de présence échappant à la présence. Pour que la trace est aussi bien, dit Derrida, trace du futur que du passé. Elle dit ce mode non ontologique du signe, ce qu'on appelait ce que Saussure décrivait comme cette pure fonction différentielle du signe qui fait son opérativité, mais qui, disons, le libère de toute consistance. Donc, l'espacement, oui, espacement, c'est plus espace, c'est espacement, c'est donc de l'actif. Ou, disons, la temporisation, comme on dit, différer pour dire, oui, temporiser, le délai, remettre à plus tard. Donc, l'espacement par les différences et la temporisation par le différé, donne à penser en amont un jeu de traces. Jeu. Alors c'est le terme que prend Derrida, que prend aussi Deleuze. Le terme de jeu, c'est Spiel, c'est le terme nietzschéen, n'est-ce pas? Il n'y a plus nature, il n'y a plus être, il n'y a plus rien de, disons, de constitué, de consistant, mis en amont, posé en principe.
Non. Il n'y a que du jeu. La toile de fond, c'est du jeu. Alors, est-ce encore un fond? Mais la toile de fond, c'est du jeu. D'où cette structure en réseau, en faisceau, en intrication, c'est du jeu. Spiel. Bon, le grand mot nietzschéen qui, disons, renverse, eh bien, l'ontologie, puisque, encore une fois, au départ, c'est plus la nature, l'être, le sujet, non, tout ça, du jeu. Non seulement du moment où il y a cette sorte de jeu avec aussi ce que le jeu a de ludique, n'est-ce pas, en tout cas chez Nietzsche, qui fait que on renverse la scène, si vous voulez, majestueuse de l'ontologie pour lui substituer cet horizon du jeu. Donc, si la toile de fond, mais qui ne doit pas se constituer en fond, n'appartient pas à l'horizon de l'être, si ce n'est plus qu'un jeu de traces et de différences, si donc tout support de l'être substantiel, essentiel est retiré, on voit donc que la trace, ce qui est chargé de dire cette possibilité, ne se présente pas comme telle, c'est-à-dire présent, au sens de présent étant devant. Comme dit Derrida, toujours différente, avec un A, bien sûr, la trace n'est jamais comme telle en présentation de soi. Elle s'efface en se présentant. Bon, voilà. Je vais très vite parce que ce texte, cette pensée est infiniment riche, mais je veux pointer 2-3 points. Et là encore, mettre en vis-à-vis la décoïncidence face à la trace, ce que j'appellerais la fissure. Alors, c'est pas la même chose, bien sûr, mais néanmoins, les deux sont en rapport. Donc non pas la trace, mais la fissure, fêlure, fissurant le plein d'être coïncident, le plein d'être donc en adéquation avec lui-même, et le fêlant. Fêlure donc de la décoïncidence, défaisant la coïncidence, donc défaisant du dedans, non pas attendant une cause extérieure, une rupture qui viendrait du dehors, une irruption, non. La fissure, comme ça, se faisant du dedans de cette positivité qui, disons, se fige, qui s'enlise, la défaisant du dedans, la fêlant et rouvrant du possible. Mais aussi, par rapport à un concept plus récent dans mon travail, celui d'incommensurable, l'incommensurable fissure, la série des nombres premiers, la fissure d'infini, prenez le nombre pi, n'est-ce pas, fêlure d'infini qui fait que notre expérience n'est plus, que tout n'est plus bord à bord dans notre expérience, n'est plus cohérent, n'est plus consistant au sens de avec, se tenant avec, mais qu'il y a du hiatus. Hiatus, disons, par fêlure interne à l'expérience, ce que dit l'incommensurable, ce qui n'est pas de la commune mesure, et donc échappe à la série des nombres. Bon, bien sûr, il y a un arrière-plan à cette pensée de Derrida. Pour aller très vite, chez Nietzsche, la force comme rapport de différence. Chez Freud, notamment le différé du plaisir. Et puis tout ce qui est, et notamment chez Heidegger, qui est quand même le point de départ de cette réflexion, la différence entre l'ontique et l'ontologique, l'étant et l'être, et le fameux oubli de l'être de Heidegger. Bon, j'enjambe tout cela, excusez-moi de le faire ainsi, pour dire simplement qu'il y a des points de recoupement entre différence et décoïncidence. J'en pointerai 2. C'est que différence et décoïncidence dénoncent également toute essentialisation de l'originaire, la fameuse arché, n'est-ce pas? Par là, défend l'une et l'autre le parti pris de l'ontologie, c'est-à-dire de mettre l'être comme terme premier, et même de se débarrasser de toute référence à l'être. La différence, en tant que renvoi, en tant que différé, défait la possibilité de l'étant présent que signifie l'être, et de même la décoïncidence défait ce que le fait même de coïncider constitue en soi d'essence et d'identité, par suite de positivité
enlisé. Donc, par conséquent, ce que l'un et l'autre concept instaure comme originaire, ce n'est pas l'originaire, ce n'est pas du principe, ce n'est pas un grand commencement, c'est du jeu. Plutôt ce que Derrida appelle jeu des différences et ce qu'on pourrait appeler travail de décoïncidence. C'est pour ça que les deux termes se diraient aussi bien au gérondif l'un que l'autre. Derrida a innové dans la langue en écrivant différence avec un A et non pas un E, et donc en l'instaurant d'emblée dans l'écriture, puisque ça ne s'entend pas oralement. Et je crois qu'il serait possible, plutôt il serait souhaitable, de pouvoir écrire décoïncidence avec un A également, puisque c'est le processuel, c'est l'opératoire qui est en jeu, et non pas, disons, l'aspectuel. Et au fond, les deux se rejoindraient pour dire ceci, c'est que dans un cas, c'est la présentation par saturation qui est intenable, et dans l'autre, c'est l'adéquation. Présentation d'un côté, adéquation de l'autre, qui devient invivable. Néanmoins, écart, qui est un écart d'enjeu, de ce qui est en jeu, en question, c'est que si les deux concepts tentent de sortir de la métaphysique, il s'agit d'un côté de mettre en question ce qu'est la signification, et donc penser à la fonction du renvoi, donc de ce qu'il n'y a que des différences en jeu dans la langue, et par là même le fait qu'il y ait ce jeu des traces. Alors que du côté de la décoïncidence, ce qui est en jeu, ce n'est pas la signification, c'est l'existence. Ce que j'ai indiqué tout à l'heure, le fameux pouvoir se tenir hors. Donc cette dimension éthique et politique, de ne pas coïncider avec soi, donc pouvoir se tenir hors de soi, se risquer, s'aventurer hors de soi, comme, disons, dans la rencontre, et comme cela peut être porteur en éthique et en politique. Je n'en dirai pas plus, simplement il s'agit de pointer pour essayer de voir ce qui peut justifier la mise en rapport des deux. Je vais encore plus vite à propos de Deleuze, dans ce si beau texte qui est, dans Différence et répétition, le chapitre consacré à la différence en elle-même. Oui, que je préfère largement à l'autre partie sur la répétition, qui me paraît une reprise nietzschéenne un peu, disons, tournant un peu en rond. Mais d'abord, Deleuze nous met devant cette expérience qu'il appelle cruciale, qui est celle de la différence, en considérant que, au fond, Derrida s'en prend à la présence, avec ce que présence dit de étant devant, donc d'être, et Deleuze s'en prend, lui, au négatif. Au négatif, au fond, tout Deleuze peut se lire dans une sorte de grande protestation contre Hegel. Or, sans doute, Hegel, dans ces années-là, devait dominer la scène philosophique européenne, et française notamment, sans doute de façon hégémonique, voire impérialiste. Je comprends très bien ce désir de se libérer de Hegel, qui a été celui du jeune Deleuze. Au fond, c'est ça qui est en jeu. C'est d'entreprendre une libération de ce qu'a été cette sorte de grand couvercle de la philosophie, en tout cas vécu comme tel par Deleuze, sous le titre du négatif. En pensant que plutôt plus en profondeur que ce qui fait apparaître le négatif en termes de limitation ou en termes d'opposition, qu'est-ce qu'il y a en fait? Un pluralisme de différences, un grouillement de différences, c'est ça qu'il y a, n'est-ce pas, au fond, et qui sont recouverts, rangés et donc trahis par, disons, ces codifications philosophiques abstraites de limitation et d'opposition. Donc plus au fond, alors je voudrais interroger ce plus au fond, ce qui me paraît chez Deleuze une sorte de reste de métaphysique néanmoins, plus au fond, plus profond, dit-il souvent, que l'imitation, opposition, donc la scène organisée du négatif, il y a, je ne sais pas comment le dire, c'est pas seulement en amont, c'est oui, en dessous, hein, mais une multiplicité informelle, différentielle et par la potentielle, de disparates, dans leur multiplicité, qui se trouvent donc rangés, contraints, mis en corset
par ces opérations de surface du concept, par limitation et par opposition. En elle, la différence en elle-même, comme dit Deleuze, en elle vit et bouillonne à l'état de libre différence, ce qui n'apparaîtra qu'ensuite comme limitation linéaire et opposition plane. Donc voilà, une géométrie simple, linéaire et plane, alors qu'en dessous, il y a du volume. Le volume qui est le brouillement, grouillement des différences multiples disparates qui fait, disons, l'effervescence foncière. Alors, elle est belle, cette langue de Deleuze, pour dire ce fourmillement comme ça, du dessous, qui s'est trouvé comme ça, recouvert, rangé, bordé, planifié, bref, par les concepts de la métaphysique, et donc qui nous en abstrait au plus mauvais sens du terme. Celui qui est la cible de cette critique, c'est bien sûr Hegel, puisqu'Hegel pense en termes d'opposition et de mouvement du négatif, das Bewegen, le mouvement du négatif par opposition et dépassement, bref, la dialectique, c'est cela que veut renverser Deleuze. Plus de dialectique. Cette mise en opposition par Hegel trahit, dénature la différence. La différence grouillante, la différence comme ça, qui fourmille dans son disparate et qui se trouve comme ça rangée par le logos hegelien de la dialectique. La différence en soi n'est pas déjà contradiction, ce dans le moule de quoi nous met Hegel. Mais aussi, elle ne serait pas réduire et mener, aboutir à la contradiction. Autrement dit, l'opposition range de force la différence dans une sorte d'identité préalable qui la moule et qui fait que, et qui donc range, assagit la différence. Alors la différence reste en fait accrochée, dit Deleuze, dans la profondeur de son espace propre, dans l'ici et maintenant d'une réalité différentielle toujours faite de singularité. Donc revendication du différentiel, revendication du singulier comme en amont et ne se soumettant pas à ce grand rangement abstrait sous la figure de l'opposition, de la contradiction et donc de la dialectique. Et c'est vrai que quand on lit le début, le premier chapitre de la phénoménologie de Hegel, sur conscience sensible, le sensible, on voit bien que Hegel, ce sensible de l'ici, du maintenant, de l'immédiat, il le prend en charge en l'opposant à lui-même, en le contredisant. Je dis ici maintenant, mais juste maintenant, c'est plus l'ici, le maintenant que j'ai dit, et je plus l'ici précédent. Donc, ces termes ici et maintenant, qui sont les signes, les repères de l'immédiat, ne cessent de se contredire eux-mêmes, puisque cet ici ne cesse de changer d'ici et ce maintenant de maintenant. Et donc, voilà, par là se met en route la grosse machine dialectique qui va suivre. Et c'est vrai qu'on ne cesse de se dire que Hegel a fait un tour qui n'est pas un tour de force, mais un peu un tour de magie, puisque qu'est-ce qui s'accroche de l'ici et du maintenant et qui ne se range pas dans la machine dialectique? C'est ça qui est en jeu, et disons que ce concept de la différence, établi comme ça, au départ, dans son pluriel, dans son disparate, fait entendre. Alors évidemment, c'est Nietzsche qui est derrière, Nietzsche contre Hegel, et le fait que la différence est première, et la différence est affirmation. C'est ça qui est important, c'est qu'elle est affirmante, et ça c'est la grande pensée nietzschéenne du Ja sagen, de dire oui, que l'affirmation est première et que c'est comme les maîtres sont premiers, n'est-ce pas, dans l'histoire, et que c'est ensuite par histoire successive et aussi par déclin que quelque chose s'organise à titre de négatif. Mais ce que valorise Nietzsche de bout en bout, c'est la pleine affirmation. C'est donc à l'encontre de toutes les trahisons du négatif. Bon, je peux dire, je vais encore plus vite. C'est pour dire simplement ceci, c'est qu'alors,
Le procès d'Irédien, c'est celui de la présence. Le procès deleuzien, c'est celui de la représentation. Puisque le concept a cette fonction-là de représenter sous sa généralité ce différentiel, ce potentiel, et donc ce grouillement, fourmillement du réel, non encore rangé, discipliné sous la représentation du concept. Donc c'est ça qui est en jeu, car cette représentation laisse échapper le monde affirmé de la différence. Elle médiatise tout, comme chez Hegel, médiatise, mais en fait elle ne mobilise pas. Elle ne meut pas. Ce fameux mouvement hegelien de la dialectique est un faux mouvement, puisque pour qu'il y ait mouvement réel, il faut qu'il y ait plusieurs centres. Il faut qu'il y ait justement cet éparpillement, il faut qu'il y ait superposition de perspectives, etc., et non pas cette figure centrée de la représentation. Au fond, toute la construction hegelienne, et peut-être de la métaphysique en général, a été cette forme conceptuelle de l'identique, du même, de l'un, de l'identique, se subordonnant les différences, au lieu de les laisser se déployer. Il y a un très bon commentaire de Deleuze à propos de l'art moderne, n'est-ce pas, qui justement se voit dans une pluralité de perspectives qui ne sont plus centrées, qui ne sont plus comme ça sous la direction même de du concept. Alors, je crois qu'il y a une question commune qui essaie de travailler la modernité, qui est celle de comment sortir de l'un, de l'identique. Identique, vous entendez, étant le même, identique. Donc de la métaphysique. C'est une question puisque, au fond, ce que dit la pensée de l'être, c'est celle d'un être un et continu, comme dit Parménide. En synekes. J'ai essayé de fissurer, c'est-à-dire de faire décoïncider cette pensée de l'un identique. L'un, le même, l'identique, n'est-ce pas, qui sont les attributs de l'être, de Parménide, à partir du concept d'incommensurable, donc de faire décoïncider cette unité, identité première installée par la métaphysique, en avançant ce concept d'incommensurable qui, lui, justement, fait penser la non-commune mesure, et donc ce qui ne se range pas sous l'unité, sous l'unité de la mesure, ce qui ne se range pas sous l'unité de la mesure, nombre premier ou fraction, et qui donc ouvre une fêlure, une fissure, un hiatus dans la communauté de la mesure. Et c'est donc la question de quelles sont au fond nos stratégies possibles pour essayer de sortir de l'appareil de la métaphysique tel que l'a construit la philosophie. Alors je dirais que le choix que j'ai fait, c'est de décoïncider de l'appareil métaphysique en le fissurant, la logique même de la décoïncidence, en le fissurant avec cette arme ou cet outil, ou ce tranchant de l'incommensurable, donc fêlant la commune mesure. Alors l'incommensurable, ce n'est pas une autre mesure, non, ce n'est pas une immensité de la mesure, c'est que tout n'est pas en commune mesure, qu'il y a donc des fêlures de commensurabilité, comme le donnent les nombres, n'est-ce pas? Ce grand scandale pour la pensée grecque, c'est que les nombres sont traversés d'incommensurables. Le côté et la diagonale du carré, le nombre pi, etc., des nombres qu'on dit irrationnels d'abord, parce que justement cela détonne dans la raison grecque, et puis nombres transcendants, qui sont comme, plus on en cherche, plus on en trouve, mais qui sont comme des poches d'incommensurabilité qui n'instaurent pas une autre mesure ou un autre monde, donc qui ferait de nouveau, qui serait une autre scène métaphysique possible, mais qui ne cesse de fissurer l'ordre des nombres, en tout cas la commune mesure des nombres, pour la mettre, là, disons, y ouvrir, y déceler un infini interne et non plus un infini du là-bas, tel que dit la métaphysique. Alors, ce qui me paraît, disons, peut-être à repenser, si ce n'est à critiquer chez Deleuze, c'est que je me demande si dans ce renversement qu'il fait par la différence de la pensée, disons, de l'être
et de son négatif interne sous la figure de l'opposition, de la contradiction, c'est quand il dit des formules du genre la différence en elle-même. Bon, est-ce que ce n'est pas un retour à l'en-soi par un renversement, par le fait que ce n'est plus l'être qui est au départ, c'est la différence, mais la différence en elle-même. Qu'est-ce que ce en elle-même ne suppose pas déjà de nouveau d'en soi et donc d'être. Ou encore quand il dit, formule qui me paraît suspecte, la différence est derrière toute chose. La différence est derrière toute chose, est-ce que ce n'est pas restaurer du derrière? Donc de l'au-delà. Bref, quelque chose qui est plus au fond et qui, de nouveau, tendrait à dédoubler, parce qu'il y aurait donc les choses. Et puis derrière la différence, comme il dit, derrière la différence, il n'y a rien. Et donc, si derrière la différence, il n'y a rien, mais que la différence est derrière toute chose, est-ce que la différence ne rejoue pas le rôle, disons, un rôle de fonction métaphysique d'au-delà par rapport à dans l'horizon du pensable? Je dirais, chez Derrida de même, Derrida retire l'arché, c'est la logique même de la pensée de la trace. En même temps, il parle d'archi-écriture. Est-ce que parler d'archi-écriture pour dire ce qui dépasse tout arché, n'est-ce pas encore se référer à quelque chose qui sous-entend de l'arché tout en là. Alors oui, chaque fois, c'est que la différence, c'est cette machine de guerre pour défaire l'ontologie. Mais si on parle de différence en soi, en elle-même, est-ce que ce n'est pas de nouveau instaurer de l'en-soi? Si on parle de différence derrière toute chose, est-ce que ce n'est pas restaurer de l'au-delà? Et je dirais chez Derrida, eh bien, est-ce qu'il n'y a pas aussi, sous ce terme d'archi-écriture, le signe de la difficulté qu'il y a à renverser sans prendre les termes de ce qu'on a renversé? C'est ça qui me paraît la question, disons, essentielle. Qu'est-ce que renverser en philosophie? Est-ce que renverser, ce n'est pas, bien sûr, abattre, mais en même temps qu'on abat, eh bien, réoccuper le terrain de ce qu'on a abattu? Qu'est-ce qui reste de même dans le renversement? C'est ça la question. Et est-ce que renverser, qui est le maître mot de la pensée de cette époque, et notamment chez Deleuze, renverser le platonisme, renverser la métaphysique, est-ce que renverser ne sous-entend pas toujours du même? C'est la question que je voulais poser. Ne sous-entend pas toujours du même. C'est-à-dire qu'au fond, en philosophie, vaincre, c'est perdre. Quand on dit qui perd gagne, on voit ce qu'on veut dire. Mais je crois qu'il faut dire aussi l'inverse. Qui gagne, perd. Et qui gagne en philosophie. Alors la philosophie, comme vous savez, c'est une grande arène, c'est un grand combat. Et qu'est-ce qu'on veut faire en philosophie? C'est gagner. Gagner sur l'autre, avoir plus d'arguments, être plus convaincant, bref, l'emporter. Est-ce que gagner en philosophie n'est pas perdre secrètement? Parce que en renversant l'autre, on occupe le terrain de l'autre. Renversant l'autre, on occupe le terrain de l'autre, et donc quelque part, on reste dépendant de la position dans laquelle l'autre nous a mis. Maintien de l'arché, maintien de l'en-soi, maintien du derrière. Puis l'autre question, c'est que je pose à cette pensée si forte de la différence, c'est quelle éthique et quelle politique a-t-elle produit? Et je crois que c'est là qu'il y a une difficulté, c'est que je ne vois pas de pensée politique découlant de la différence. Et non pas non plus de pensée éthique découlant de la différence. Bien sûr, si je pense à Derrida, il a été engagé politiquement, mais son engagement, notamment communiste, est parallèle, n'est pas en rapport direct avec sa pensée. C'est une position, disons, engagée, mais qui n'est pas la conséquence de sa conceptualité. Bien sûr, on voit chez Derrida qu'on est prêt pour chasser la répression, plus que la répression. Tout s'est soupçonné à cette époque d'être répressif, n'est-ce pas? C'est le contexte 68 qui le dit. Mais je ne vois pas donc en quoi le concept de différence chez Derrida est porteur d'une éthique et d'une politique. L'éthique de Derrida, par exemple, sur l'hospitalité, n'est pas dans la conséquence, semble-t-il, de ce concept de différence. Et cela est encore plus net chez Deleuze.
Alors, Deleuze a une sorte de lyrisme politique quand il oppose le poète à l'homme politique. Le poète qui parle au nom d'une puissance créatrice, apte à renverser tous les ordres et toutes les orientations pour affirmer la différence dans l'état de révélation permanente, de révolution permanente, n'est-ce pas? La différence, donc, outil de la révolution permanente, prise dans l'éternel retour de Nietzsche. Donc, il y aurait fonction poétique de la politique, créatrice, de révolution permanente, et, renversant tous les ordres possibles, à quoi s'oppose le politique dans sa fonction conservatiste et, fixé dans l'orientation. Mais bon, la politique de Deleuze, tant bien que mal, elle sort quand même de la politique de Nietzsche, et donc d'affirmation de la puissance, qui n'est pas besoin le pouvoir, on distingue puissance et pouvoir, bien sûr, mais quelque chose qui, je crois, n'aboutit pas, si ce n'est des formules que je dirais lyriques, qui sont la célébration de la différence sauvage, non domptée, nomade, et ce que Deleuze appelle les anarchies couronnées. Les anarchies couronnées, bien sûr, on renverse l'arché, anarchie, on renverse l'arché, mais couronnées néanmoins. Faut-il encore du couronnement? Est-ce que le renversement n'est pas quelque part un retour à un retour, plus en creux, dissimulé de ce qu'on a si bien renversé. Donc, ce que je voulais dire simplement, c'est que passer que le concept de différence ne produit pas d'éthique et de politique, me semble-t-il, et que c'est bien ce qui est à penser aujourd'hui. Parce que qu'est-ce qu'on voit prospérer? C'est une politique sans rapport direct avec le philosophique. Et c'est une pensée éthique, de la positivité, du bonheur, le développement personnel, tout ce qui encombre aujourd'hui les librairies, n'est-ce pas? Cette sorte de publicité éthique sur... je ne veux même pas la dire tellement cela me peine à le dire, mais disons toute cette pensée de l'insouciance, du jeu positif, cette sorte de retour à la naïveté première, une sorte de pensée béate, n'est-ce pas, de l'insouciance. Oui, c'est pas ça qui fait de l'éthique, n'est-ce pas? Ça fait du commerce, certes, c'est bienvenu, mais je crois qu'il faudrait peut-être songer à raccorder le politique au philosophique, donc de penser le politique dans le prolongement d'une conceptualité philosophique et penser l'éthique, dans sa dimension propre, dans son exigence. Je crois que c'est le chantier qu'il faut ouvrir aujourd'hui. Et c'est vers quoi, modestement, le concept de décoïncidence tend à œuvrer, puisqu'il a cette vocation à penser l'éthique de la rencontre, l'éthique de l'existence et une politique d'engagement par des coïncidences plurielles, chacun sur son terrain, sans arché, donc sans verticalité supposée, comme ça, horizontalement. Je dis bien deux terrains localement, et c'est pour ça qu'elles peuvent aussi s'associer. Cher ami, décoïncider, s'il vous plaît. Vous m'épargnerez beaucoup de redites. Donc, j'en viendrai assez vite aux questions sur lesquelles une question que je voulais vous poser et qui touche à ce que vous avez à l'originaire, justement, à l'arché. Parce qu'il me semble, vous disiez qu'une ombre plane sur la bataille si brillamment remportée par Derrida sur la métaphysique de la présence et sur la représentation en son privilège par Deleuze. La décoïncidence, donc, dans cette mesure, signifierait la conquête, non pas la conquête de la place de l'un, mais, et vous l'avez rappelé, d'ouvrir subrepticement un écart. Alors, il me semble que vous avez vous-même employé le mot le plus adéquat
en disant dans Des coïncidences, d'où viennent l'art et l'existence, un précédent ouvrage, que Des coïncidences est appelé à croiser le concept de différence. Il le croise au sens où il le rencontre, tandis qu'il va dans une direction qui n'est pas opposée, mais enfin différente. Vous l'avez rappelé, Des coïncidences, différences défont le parti pris de la pensée de l'être, de l'ontologie, de l'un identitaire, en dénonçant l'essentialisation, la substantialisation de l'originaire. Et de fait, la difficulté que vous soulignez à l'instant, elle est repérable chez Derrida de manière très nette, à savoir lorsqu'il parle de non-origine originaire, qui donne sens à son concept de différence avec un A, qui est approché dans la voie et le phénomène. Il vient, ce concept, prendre la place, enfin, il est préparé par une critique de Husserl, sur laquelle je ne développerai pas, mais qui pointe chez Husserl ce concept majeur de vie qui doit garantir le caractère parallèle, la parallélité entre ce qui est de l'ordre du mondain et ce que la phénoménologie a mis en œuvre, c'est-à-dire le point de vue, qui n'est pas d'ailleurs à proprement parler un point de vue, qui n'est, comme dit Derrida, qui est un rien, hein, à savoir le point de ce rien supplémentaire, hein, qu'il est nécessaire de faire jouer sans le réaliser, hein, et qu'on dénomme qu'on désigne par le transcendantal. Ce concept de vie, donc, appelle un autre nom qui est celui de différence chez Derrida, et vous l'appelez, quant à vous, l'incommensurable, pour autant qu'il doit, dites-vous, servir à nommer la dimension transcendantale de l'expérience ou de la vie dans la vie, avant tout rabattement. Je reviendrai sur ce terme de rabattement qui est au centre, au cœur de votre propos dans l'incommensurable. Je passe sur ce que vous avez déjà dit concernant les sources même de la réflexion de Derrida qui l'ont conduit à ce concept de différence, les apports de la linguistique structurale, l'opposition, la distinction entre, malgré tout, j'en dirais quelques mots, une sémantique référentielle, hein, qui, si elle était portée jusqu'au bout, pourtant qu'il y a un sens à dire jusqu'au bout, conduirait à une parole, justement, une parole d'origine, une parole transcendante, pleine de sens, c'est-à-dire une parole du logos, hein, jointure du divin et de tout ce qui est, hein, et qui serait justement la parole fondatrice, de la métaphysique, déterminée comme ontologie, théologie, ontothéologie, pareil de guerre. Et de fait, pour reprendre la formule de Derrida, justement la face intelligible du signe, dit-il, reste tournée du côté du verbe et de la face de Dieu. Et d'autre côté, une sémantique des relations internes qui fait abstraction au fond du sujet parlant. Dans la langue, il n'y a que des différences, vous l'avez rappelé, sans terme positif, c'est-à-dire qu'elle s'affranchit en particulier bien de la présence d'un signifié, mais d'un ego cogito, d'un je pense, à la fois dans un sens vient se substituer l'aveu de ce que Derrida appelait la dérive indéfinie des signes, hein, le signifiant étant libéré de sa dépendance, ou de sa dérivation par rapport au concept de vérité ou de signifié premier. Derrida, dans La voie et le phénomène, précise, en l'absence de centre d'origine, tout devient un discours. Non, c'est dans l'écriture et la différence. Tout devient discours, c'est-à-dire système dans lequel le signifié central, originaire ou transcendantal n'est jamais absolument présent, hors d'un système de différence. Et au fond, pour résumer,
Qui dit dérivation du sens, dit origine. Qui dit dérive des signes, dit différence. Le point de rupture, enfin, on le rappellera, Lévi-Strauss, Lacan, etc., vous l'avez dit. La pensée de la décoïncidence donc croise cette pensée, pour autant qu'elle ouvre un écart par rapport à l'ontologie, à la langue de l'ontologie, comme vous y insistez souvent, ce qui ne peut toutefois être fait que dans cette langue, malgré tout, pour des raisons structurales, à la fois morphologiques, syntaxiques. Et donc une première question serait de savoir, au fond, question très simple, si on ne peut sortir de cette langue que dans cette langue, pour autant que les langues européennes sont porteuses d'être, pour ainsi dire, sont ontophores, si on pourrait risquer ce néologisme, peut-on sortir de l'ontologie autrement que dans l'ontologie, et comment ? C'est au fond, c'est votre propos, sortir de l'ontologie, et c'est sous cet angle qu'il faut appréhender le chemin de l'être au vivre, le chemin d'un certain autrement qu'être, qui, autrement que celui de Lévinas, est éthique, vous ne le dites pas pratique, mais enfin, si on considère que pratique dit simplement l'agir, on peut, après tout, retenir le terme. Décoïncider, dites-vous, est le verbe éthique par excellence. Et la philosophie est pratique de la décoïncidence. C'est en ce régime qu'elle croise la pensée de la différence. Alors, le chemin de l'être au vivre, vous vous y engagez en interrogeant l'existence, la possibilité de l'existence plutôt, se tenir hors de la positivité, de l'enlisement de la vie, vous l'avez rappelé. C'est même là sans doute le premier axiome d'une éthique, à savoir, au fond, de savoir si se tenir hors de l'enlisement de la vie, une certaine vie, hein, et la vie n'est-elle pas toujours, au fond, une certaine vie. On peut le renverser, une certaine vie, on peut le renverser, disons, dans une logique d'immanence, une certaine vie est la vie même, intégralement la vie. Et l'incommensurable serait en ce sens, vous l'apercevez, dans les fissures, dans les interstices, où des possibles se laissent entreapercevoir, où la vie même est à l'œuvre. La vie, écriviez-vous dans une seconde vie, est d'abord en moi-même, la vie est d'abord en moi-même, est bien trop adhérente vis-à-vis d'elle-même, bien trop adhérente. Et pourtant, vous y avez souvent insisté, d'où la nécessaire référence à la théorie de l'évolution, décoïncider est déjà à l'œuvre dans le vivre, ce qui permet de montrer que l'existence dans sa dimension éthique ne se détache pas du vivre, n'a pas à se détacher du vivre. Seulement, il s'agirait d'entendre, et là je vous cite, d'entendre l'appel à non-coïncidence propre au vivre et que promeut exister. Alors la question de déterminer comment vivre cette décoïncidence seconde, ou encore décoïncidence à la seconde puissance, dès lors qu'elle n'est au fond et ne peut être rien d'autre que le seul et unique vivre. C'est-à-dire que si la décoïncidence, c'est non pas le commencement proprement dit, mais la possibilité d'un commencement éthique que vous cherchez à approcher, cette possibilité elle-même, cette possibilité d'un commencement, ne s'épuise-t-elle pas dans le vivre brut, pour ainsi dire, c'est-à-dire au sens où l'on dit platement, on vit comme on peut, hein, mais il me semble qu'on vit comme on peut, cette formule courante, est métaphysiquement décisive. Je me demande d'ailleurs si ce que la pensée de la décoïncidence aurait de commun avec celle de la différence ne serait pas justement un certain transfert de ce pouvoir, cette puissance, hein, à la vie, en quoi elles puisent l'une et l'autre, justement, à la source nietzschéenne. Et à cet égard, vous ne seriez pas loin
Deleuze lorsqu'il écrit. Alors il écrit à propos de Spinoza, hein, dans Spinoza Philosophie pratique. Toute l'éthique se présente comme une théorie de la puissance par opposition à la morale comme théorie des devoirs. Mais d'une certaine manière, il en parle en un sens plus large, plus général. Il parle de manière plus large de la façon dont il conçoit une éthique. Pour autant que toute puissance va aussi loin et aussi intensément qu'elle peut aller. Aller jusqu'au bout, je le cite, aller jusqu'au bout de ce qu'on peut est la tâche proprement éthique. Tâche d'ailleurs, le mot tâche en dit d'une certaine manière trop. Hein. Il porte la marque, qui serait sans doute un stigmate pour Deleuze, d'un certain volontarisme. Or, une éthique, dans la perspective où il se situe, ne peut être qu'une éthique du désir. Dans Deux régimes de fou, l'immanence, une vie. Hein. Il écrit, on dira de la pure immanence qu'elle est une vie, il le met en majuscule, une vie, hein, il l'écrit en majuscule. On dira de la pure immanence qu'elle est une vie et rien d'autre. Elle n'est pas immanence à la vie, mais l'immanence qui n'est en rien elle-même une vie. Une vie est l'immanence de l'immanence absolue, elle est puissance, béatitude complète. Alors, le cap éthique d'une immanence stricte, c'est au fond, semble-t-il, la difficulté majeure, ce qui n'est pas justement éminemment difficile à tenir, pour une raison simple, c'est que, justement, nous n'avons pas d'autre moyen de vivre que de vivre, et ce cap éthique est le vôtre, disons dans une immanence stricte. Il me semble que l'éthique, le sens de cette éthique, dont vous déployez la conceptualité d'ouvrage en ouvrage, n'est pas épargné par la différence avec un A de Derrida, car si la décoïncidence est la possibilité de commencer, c'est la possibilité même de la décoïncidence qui est en jeu dans l'incommensurable. De quelle manière vous posez cette question qui est bien sûr qui est une résonance, la question toi, qu'as-tu fait de l'incommensurable, hein? Elle pourrait être en elle-même entendue par qui n'est pas familier de votre travail comme une déploration ou comme préparant quelques exhortations à décoïncider, mais je ne crois pas que vous soyez tellement enclin à la complainte ou au genre exhortation, genre protreptique. À entendre résonner cette question, en cette question, les paroles de Verlaine, hein, il semble qu'il y ait comme une jeunesse de l'expérience au regard de laquelle nous sommes ou risquons d'avoir été toujours déjà trop vieux. Un incommensurable s'indique par là, et je serais aussi tenté de dire de l'originaire, sinon, oui, enfin de l'originaire, sinon l'origine. Et justement, vous récusez cette lecture. Il y a de l'incommensurable, dites-vous, et cette proposition n'exprime pas un fondement, mais un simple départ pour la pensée. C'est la raison même pour laquelle la décoïncidence peut être mise au pluriel. Il y a bien des départs. La raison pour laquelle décoïncidence est un concept, au fond, très hospitalier. Il a un statut premier, mais qui n'est pas un statut de principe, qui n'est pas un statut d'archet, de commencement, ni de commandement. Hein. Et votre approche, d'ailleurs, des concepts, au fond, relève d'une stratégie qu'on pourrait dire une stratégie quasi économique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un concept permet de penser, certes, hein, mais ce qui signifie tout aussi bien, et sans le jeu de mots apparent, de quoi un concept permet-il de se dispenser, hein. De quoi peut-on, grâce à lui, faire l'économie. Ainsi, bien justement, l'incommensurable nous dispenserait de la foi, de la spéculation, du religieux, de la métaphysique, de toute ontothéologie, du dépassement d'expérience, mais il nous livre à ce qui reste d'irréductible, contraire à la mesure de la raison,
d'irréductible, enfin de rationnellement inintégrable par la raison. Et au fond, n'est-ce pas le signe, ça pourrait être le signe du fondamental ou de l'originaire. Je songeais à cette pensée de Pascal, nous avons une impuissance de prouver invincible à tout le dogmatisme, nous avons une idée de la vérité invincible à tout le pyrrhonisme. N'y a-t-il pas du donné, hein, et justement ce commun d'expérience dont vous avez parlé ailleurs, que l'on retrouve en un sens sur le mode des minima métaphysiques, est-ce que ce donné n'est pas quelque chose n'est pas ce qui transit les cultures, rendant possible, ni plus ni moins que nécessaire, justement leur traduction, hein, d'une culture à une autre. Bref, sommes-nous jamais débarrassés de cet originaire dont la pensée de la décoïncidence permettrait de faire l'économie, comme les pensées de la différence ne cessent de l'éviter? Car qu'est-ce que l'originaire, sinon au cœur de l'expérience de la distance irréductible que suppose, ou plutôt qu'exige, la proximité. Pour autant que la proximité ne va pas sans quelque distance, hein, comme la différence traditionnellement entendue ne va pas, je dis bien traditionnellement entendue, telle que la détermine Aristote dans la métaphysique, ne va pas sans quelque identité. Cette expérience au cœur de l'expérience, hein, tient en un mot, c'est-à-dire vivre, justement, le mot par lequel ce que nous appelons expérience prend sens, et peut-être peut seulement prendre sens. Une distance infime, immanente à l'extrême proximité, donne et soustrait tout à la fois, incessamment, le vivre à lui-même, le révélant par là, coïncident des coïncidents, réduisant l'opposition du proche et du lointain à une discrète différence. Et en ce sens, le mot différence peut accueillir le différentiel orthographique au sens propre inouï que Derrida lui confère. Car dans l'horizon de ce que vous appelez des coïncidences, comme dans celui de la différence déridienne, il n'y a pas d'origine simple, de premier commencement absolu, comme disait Durkheim, pour en écarter l'idée, et c'est une redondance intéressante, hein, puisque on y entendrait, pour ainsi dire, la carence en originalité, hein, connotée par le mot commencement. On ne note pas forcément le mot commencement, d'ailleurs même chez Derrida est employé aussi, je dirais commencement et origine sont employés presque indifféremment. Or, disons, cette carence en originalité, l'étymologie pourrait la corroborer, hein, selon qu'elle, justement, elle manifeste une différence ou un écart entre origine et commencement, et au fond leur impossible confusion, hein. Puisque commencement n'est pas forgé, enfin n'est pas origo, la source, hein, et il n'est pas même initium, hein, mais il les présuppose, hein, cum initium, hein. Et donc à l'entendre, ne serions-nous pas condamnés à commencer toujours tacitement par un de plus, un de surcroît, et c'est ce qui fait que Derrida parle de supplément, de suppléance. Les termes étant pris à la rigueur, de la nécessité du commencement surgirait de l'impossibilité d'une origine, de son effacement. Mais Derrida ne dit pas l'origine s'efface, hein, ni plus largement d'ailleurs les pensées de la différence, car ce serait d'une certaine manière faire de l'origine un sujet, hein, mais elle retient l'effacement, un effacement qui, pour autant, et c'est d'ailleurs un reproche que vous lui adressez, n'en a jamais fini avec l'origine, avec l'arché, qui ne cesse de la signifier, archi-origine, archi-écriture, archi-trace, hein, archi signifiant le recul de ce qui s'efface, mais qui devrait aussi bien manifester la retenue que le réfléchi dénote dans l'expression s'effacer. Donc, et à m'en tenir à ce qui nous occupe, à savoir des coïncidences et différences,
Je dirais que décoïncidence n'a pas justement à s'embarrasser donc du souci de la fuite indéfinie de l'origine, et vous opposiez dans décoïncidence, d'où viennent l'art et l'existence, vous opposiez à la logique d'espacement de la différence une pensée du détachement, fidèle en cela à la logique d'immanence. Alors, autre question dans cette perspective, quel sens donner à l'appel, à l'invitation, à l'incitation, voire ce que vous ne considériez pas à l'injonction, de résister au rabattement de l'incommensurable, c'est-à-dire sa réduction, le rabattement dans la commune mesure qui fait le confort de la coïncidence, de l'adéquation, résister à la commensurabilité qui fait monde pour décoïncider de la vie du monde. L'incommensurable est en quelque sorte la dimension, ou à la dimension, c'est-à-dire au sens premier de dimension, à l'exacte mesure de l'expérience, ou encore l'expérience de bout en bout. Et il est aussi bien dans cette mesure l'inouï, ou plus rigoureusement, il en serait en quelque sorte la raison de l'inouï. Dimension de l'expérience, l'incommensurable est proprement celle de la décoïncidence, ou plutôt la décoïncidence est la reconnaissance fugitive, proprement extraordinaire de cette dimension, soit, c'est-à-dire hors de cet ordinaire qui n'est celui du rabattement, de la neutralisation de l'incommensurable. Je précisais ce point à partir de votre constat, qui a les accents de celui d'un moraliste. Nous ne pouvons supporter le sans commune mesure, écrivez-vous, parce que le rabattement est intrinsèque à l'expérience. Il y a nostalgie de la vie dans la vie. Une vraie vie a été fugitivement perçue, mais qui sitôt s'est perdue, ce que signifie la vraie vie est absente. Elle s'absente de la vie en s'enregistrant dans la vie. Elle la déserte en s'y intégrant. Un constat qui est en même temps d'un autre ordre, car ce ne pas pouvoir supporter l'incommensurable a pour vous une signification, comme je le rappelais, une signification transcendantale, c'est-à-dire que l'expérience n'est possible que sur fond d'un incommensurable insupportable, insoutenable. Presque au sens où, pour reprendre des situations d'émergence de l'incommensurable, vous relevez, on ne parvient pas durablement à soutenir le regard de l'autre. Il n'est ainsi d'expérience ordinaire que par déperdition de l'incommensurable ou de son incommensurable, la commune mesure, la vérité comme adéquation qui en serait l'autre nom, et non pas disparition, mais à proprement parler, c'est un terme que vous avez employé ailleurs, désapparition de l'incommensurable. On n'en a pas le temps, mais il y aurait, dans votre concept de décoïncidence, appellerait peut-être, disons, une distinction que vous faites dans Ressources du christianisme, qu'on pourrait tirer de Ressources du christianisme entre ces deux termes qui disent la vie vivante, à savoir psyché et zoé, c'est-à-dire la vie au sens du vital d'un côté, et la vie étale, et de l'autre le vivant, c'est-à-dire une vie en essor. Vous écriviez dans Ressources du christianisme l'adéquation-adaptation positive avec son être en vie, comme avec ce monde où l'on vit, est perte par sa positivité même de la capacité de vie qui s'y étale et qui s'y fige. Et donc l'incommensurable assumé, reconnu, est du côté du vivant. Il se rappelle à notre expérience comme, en quelque sorte, comme l'incoatif de l'expérience, cet incoatif qui échappe à ce qui advient par lui. Alors peut-être faudrait-il distinguer entre une décoïncidence faible, une décoïncidence forte, une décoïncidence faible en ce que par elle la vie ne décolle pas d'elle-même, où elle ne décolle d'elle-même que pour retomber en elle-même, se répéter inlassablement, se ressasser,
et une décoïncidence forte en ce que du dedans de la vie, se prenant à vivre pour ainsi dire, un sujet émerge, comme une possibilité nouvelle de lui-même, reprise de soi en cela, seconde vie, inaugurant justement ce même qui a un autre sens, au sens où il le qualifie, il l'arrache à la lassitude d'une morne identité. C'est dans cette mesure, je crois, que la pensée de la décoïncidence, ou de la décoïncidence rencontre les pensées de la différence, ou se rencontre avec elles. Il s'agit non pas justement de renverser la métaphysique, mais de remonter dans l'en-deçà de l'expérience, se rabattant en expérience, autrement dit à ce qui serait, dites-vous, sa pureté, à son orée ou son intégrité d'avant le rabattement. Oui, j'en viendrai rapidement à une question qui est au fond celle même qui importe concernant l'originaire. Car au fond la question de la décoïncidence, elle revient à celle-ci: comment être hors du monde, dans le monde, voilà. La vraie vie est absente, nous ne sommes pas au monde, dit Rimbaud. Comment être hors du monde, dans le monde? Cette interrogation est au cœur de votre réflexion éthique. Précisément, si on songe à votre analyse, à l'analyse de l'existéré, je tiens au monde, que je l'aime ou pas, quand bien même je dirais avec Baudelaire, n'importe où hors du monde, j'y suis retenu, mais jusqu'où s'étend ma vie, j'adhère, écrivez-vous, mais vous ajoutiez c'est dans Vivre en existence, je s'en détache à peine en jeu, mais à peine, assez justement pour que s'ouvre dans le monde la possibilité d'un se tenir hors d'eux. Alors justement, la question qui m'importe ici, c'est celle du statut même de l'exigence de se tenir hors d'eux, l'exigence d'accéder, le faire qui est en jeu, à savoir d'accéder à une expérience d'avant l'expérience, mais aussi bien, je dirais qu'on ne peut qu'accueillir l'incommensurable, puisque le rabattement de l'expérience, qui fait disons l'ordinaire de l'expérience, échappe, dites-vous, en son principe à notre maîtrise. Pourtant, l'éthique telle que vous l'entendez imposerait un accueil actif, puisque vous parlez aussi d'un effort contre ce rabattement. Et il s'agirait de lui résister au lieu de s'y résigner. Qu'est-ce que résister Qu'est-ce que résister à la résignation sans quelque maîtrise, Si la décoïncidence ne va pas sans une sorte de vigilance spontanée, de reconnaissance des possibles et des bifurcations possibles de l'existence, qui justement en promeuvent cette dimension d'existence, elle en appelle sinon à une maîtrise, à une puissance de reprise, de résistance, de résistance à l'intégration, à la résorption de ces possibles ou de ces ressources vivantes dans cette réduction dans quelque ordre des choses. Et donc, serait-ce trop brutal, c'est vous qui parlez, que de dire votre vie se décide selon que vous y reconnaissez ou non de l'incommensurable. La décoïncidence est dès lors critique au sens premier du mot, elle décide ou bien s'y décide une vie. Le choix éthique aurait ainsi affaire à cette alternative, ou bien méconnaître et éviter l'incommensurable, faire comme si, un comme si proche de la mauvaise foi, ou bien s'enfoncer dans des fissures d'infini dont la vie est
zébrés, en quelque sorte, autant de désordres incidents, pour reprendre une de vos expressions, à même l'ordre mesurable où nos vies trouvent repos et réconfort. Ou alors, si la vie est j'emploie le terme justement, dérésignation, désenlisement, désaliénation, déréification, eh bien, l'incommensurable pourrait être aussi bien pensé comme une sorte d'entropie négative, se confondant avec un vivre actif. Ou bien on esquive, on évite, ou bien on s'enfonce dans des poches d'incommensurabilité pour en explorer les ressources. Alors comment concilier le rabattement de l'incommensurable inhérent à l'expérience d'un côté, et de l'autre ce saut, et le mot saut vous l'employez à plusieurs reprises, ce saut sur lequel qui implique une certaine rupture sur le mode de la résistance, de la décision, de l'audace, oser, le vrai cœur de l'éthique, dites-vous. S'il y a saut, n'y a-t-il pas du même coup quelque chose comme ce commencement que la métaphysique désignait par libre arbitre ou liberté, et que pour votre part vous ne concevez que comme le déploiement d'une capacité d'existence ou capacité d'expérience que vous paraissez assimiler à une initiative du sujet. Il s'agit essentiellement, vous écriviez dans Politique de la décoïncidence, dans le travail de décoïncidence, d'initiative, au pluriel, sans commandement. Et vous revenez dans l'incommensurable sur cette initiative qui fait surgir de l'incommensurable au sein du monde. Il y a à faire surgir. Alors faire surgir et répondre à ce surgissement que l'on a en quelque manière provoqué. Et c'est la condition de cette réponse, de se laisser émerger la singularité, quelle qu'elle soit, qui m'apparaît problématique. Pour ma part, je conçois difficilement l'initiative au singulier comme au pluriel, que vous mettez au mot, aussi bien qu'à celui de décoïncidence, initiative sans initium, sans cet initium que je suis, et initium n'est-il pas, après tout, le mot latin pour arché. Je m'en tiendrai là parce qu'il n'a pas le temps d'aller plus loin. Bon, je vous remercie infiniment d'avoir engagé ainsi le dialogue. Je crains qu'on n'ait pas le temps de le déployer. Ces séances comme ça sont en milieu de journée, ne se prêtent pas à la méditation à laquelle ça nous engage. Mais j'entends beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. Cette question qui vous intéresse, qui est celle de l'originaire, et comment ne pas le poser, et en même temps ni le poser ni le supposer, et en même temps comment se désimpliquer de cela. Alors, je dirais juste 2-3 mots à ce sujet. D'abord, c'est vrai que ma stratégie est une stratégie philosophique, non pas de renverser, mais plus discrète, qui serait de s'écarter. Décoïncider, c'est ouvrir un écart, mais qui d'abord ne se voit pas. La fêlure n'est pas quelque chose qui se pose, c'est quelque chose qui se fait du dedans, processuellement, en cheminant, et qui donc ouvre une autre stratégie que le renversement. C'est ça qui me paraît important. Le renversement, c'est une action déclarée. Décoïncider, c'est ouvrir un écart du dedans même de la situation, la fissurer, et que la fissure chemine. Enfin, je veux dire, c'est du cheminement, c'est du processuel. La décoïncidence au départ n'est pas reconnue, c'est progressivement qu'elle se fait, reconnaître en tout cas, qu'elle peut être perçue. Alors, je crois qu'il y a tellement de choses dans ce que vous avez dit qu'il m'est difficile de reprendre par un bout. Mais disons, c'est vrai que ma stratégie serait plutôt de biais. De biais. Reverser, c'est de face. Moi, c'est biaisé pour essayer d'échapper à ce que vous avez si bien dit sur ce refus de l'arché, du commencement, du commandement, du principe, qui en même temps ne cesse de revenir, nous fait remonter en amont, mais sans vraiment s'en débarrasser. Et ce qui est le problème de l'originaire, ce qui est le problème de cette façon de sortir de la métaphysique sans reprendre quelque part des supposés ou des présupposés de la métaphysique. D'ailleurs, ce que vous disiez sur on pourrait écrire des coïncidences avec un A, au fond,
c'est un moyen de sortir, de trouver cette voie moyenne dont parle Derrida. Il dit la terminaison en anse reste indécise entre l'actif et le passif, et opération qui n'est pas opération, qui ne se laisse penser ni comme passion ni comme action d'un sujet sur un objet, ni à partir d'un agent, ni à partir d'un patient, ni à partir, ni en vue d'aucun de ces termes. Oui, alors vous avez dit à un moment, je prends les accents de moraliste. J'aime bien cette pointe. Oui, le problème, c'est qu'on ne peut plus écrire comme à l'époque de Derrida et de Deleuze, aujourd'hui. Parce que c'est illisible ou impossible. Je ne pense pas que vous imaginiez un éditeur qui, aujourd'hui, accueille dans ses collections des textes de Derrida ou de Deleuze, s'ils étaient écrits aujourd'hui. Parce que notre attention philosophique et notre capacité à lire la philosophie, c'est beaucoup rabattu. Alors, il s'agit peut-être pour moi, si vous voulez, d'essayer de tenir le lecteur avec parfois des invocations de ce type-là, pseudo-agressives ou moralistes, pour simplement faire qu'il n'arrête pas là. Donc, c'est la question, si vous voulez, aujourd'hui, qu'on n'écrit plus la philosophie comme il y a 20 ou 30 ans. C'est plus possible. Vous ne trouvez même pas d'éditeur pour accueillir votre livre. Donc je crois que ça implique une prise à partie, une sollicitation d'un genre un peu nouveau, un peu différent, qui n'est pas celui du développement personnel ou de ce que je réprouve le plus, mais qu'il faut saisir le lecteur quelque part. Et donc, pour moi en tout cas, écrire, c'est une sorte de jeu entre une sorte de saisie comme ça, un peu violente du lecteur, et puis le fait que je me donne le droit d'avoir des développements abstraits, disons, ou transcendantaux, enfin, de ce type-là. Et en même temps, le rapport à la littérature, qui est pas pour illustrer ce que je dis, qui est simplement pour avoir une écriture suffisamment diverse pour que, disons, l'abstraction philosophique et son développement, exigé comme tel, puisse passer. Passer au sens de passer la barre, passer au sens de que ce soit supportable. Je crois que c'est un problème d'écriture que n'avait pas la génération d'avant, que nous avons maintenant, parce que les conditions d'édition, les conditions de lecture ont massivement changé. Donc, c'est de la ruse de ma part. C'est de la ruse, c'est du biais, c'est une façon de rendre de la philosophie, au sens, disons, exigeant du terme, supportable, dans une scène, disons, publique qui est de moins en moins ouverte à ce travail de la pensée. Donc, il s'agit de stratégie, il s'agit de biais, il s'agit de ruse, il s'agit de quelque chose qui fasse passer, fasse tolérer du philosophique aujourd'hui. Et qui est paradoxal, parce que, enfin, qui assume le paradoxe d'inciter à une initiative, à un commencement qui, par ailleurs, est d'une certaine manière récusé au nom justement d'une pensée de la processualité. Oui, mais c'est pour ça que j'ai des termes comme amorce ou comme essor. Ce sont des termes justement que j'essaie de promouvoir pour échapper à la question de l'origine. Essor ne suppose pas d'origine, ne pointe pas quelque chose qui attend son archet ou qui attend qu'on remonte en deçà. Essor, par opposition à étal, oui, tout ce vocabulaire, si vous voulez, amorce, propriété, commencement. C'est donc pour moi aussi une ruse, une stratégie philosophique pour me progressivement, parce que la question de départ que vous avez posée est essentielle, c'est comment sortir de sa langue dans sa langue. Bon, là-dessus, on est condamné. Donc, je crois que ça doit se faire que stratégiquement, processuellement, par accommodation progressive. Donc, c'est en chemin. Il n'y a pas de concept qui puisse d'emblée défaire la scène métaphysique. Je ne crois pas. Et je pense que Différence ne le fait pas. Dans des coïncidences, ce que je revendique, c'est justement, c'est un terme processuel. La décoïncidence, c'est du cheminement. C'est quelque chose, une décoïncidence s'ouvre, comme la fêlure s'ouvre. Donc je crois, si vous voulez, qu'on ne peut sortir de sa langue, dans sa langue, qu'en fissurant progressivement, en déstabilisant progressivement, donc en cheminant. Personnellement, quand même, si j'ai fait du chinois, comme on dit, c'est pour décoïncider de la langue européenne, la langue de l'ontologie, la langue de la métaphysique. C'est quand même ça qui a été au départ pour moi moteur à décoïncidence, ou initiative de décoïncidence. Mais je ne vous lâcherai pas sur ce terme, même s'il faut qu'on arrête. C'est que
ça ne peut être qu'un chemin. Il faut s'ouvrir la langue. Il faut travailler à la langue, la défaire et la refaire. Puisque penser, c'est quoi? C'est penser, on pense dans la langue, contre la langue. Penser, c'est ça, forcément. C'est donc cette contradiction féconde. Je ne peux penser que dans la langue, sinon je ne le fais pas. Et en même temps, si je pense, c'est contre la langue que je pense. Contre ce en quoi la langue me contraint et en quoi elle m'immobilise. Donc je crois que c'est ce que je revendique dans le terme de décoïncidence, c'est que c'est du cheminement. Il faut un déroulement, il faut une patience, il faut quelque chose qui se fait progressivement jour. Et c'est pourquoi je récuse le renversement et ce qui serait un commencement du procès, un commencement de... Rien ne paraît plus douteux que le lever de rideau, n'est-ce pas, que cette sorte de... Il n'y a pas de nouvelle scène possible. C'est du dedans de la scène telle qu'elle est qu'on peut progressivement remettre des petits bougés, décaler, progressivement s'en dégager. Vous voyez, c'est ça que j'invoque sous le terme de décoïncidence. Mais alors le saut? Le saut ou l'initiative, et vous pensez que j'y remets du début. Oui, mais là, ce n'est pas un début, disons, philosophique, de démarche. Là, je suis dans le... Disons que l'initiative, c'est ce que je garde du sujet. Le sujet est si malmené dans la pensée moderne, barré, fêlé, enfin tout ce que vous voulez, il me semble que ce qui fait sujet, c'est cette émergence. C'est le terme auquel je tiendrai comme essor, l'émergence de quelqu'un qui dit « je ». C'est ça pour moi le sujet. C'est de « je », c'est-à-dire J-E. Hein. Donc, l'émergence... c'est pas égaux. Hein. L'émergence est le sujet. Ben oui, de cette manière, puisque... Émergence, alors je mettrai aussi un A, n'est-ce pas? Le fait qu'il y ait de l'émergence, le mouvement d'émergence, c'est ça qui constitue, qui introduit du sujet. Qui promeut, voilà. Promeut, c'est le terme que j'ai le plus couramment, n'est-ce pas? Donc là encore, je ne peux pas défaire ma langue, je ne peux pas parler une autre langue. Donc il faut bien que j'ai des termes pour commencer à dire ce qui ne se couche pas sous les attendus de ma langue, ce qui s'en décale, ce qui donc déroge. Il faut du cheminement. C'est pour ça que j'écris. J'écris parce qu'écrire, c'est du déroulement. Et c'est par accommodation, acclimatation progressive qu'on peut commencer à laisser passer quelque chose qui se dissocie de ce qui est d'abord entendu. C'est dans ce jeu-là que ça travaille. Parce qu'évidemment, vous réentendez initiative, vous réentendez tout ça en disant, mais alors, bon, vous remettez de l'archet, là, l'originaire. En même temps, je crois que ces termes, quand je les emploie, ils sont transitoires. Ils sont donc des termes qui défont en même temps c'est ce qu'elle appelle fissurer, c'est ça, si vous voulez. C'est pas faire une nouvelle scène de la pensée, je vois pas comment on pourrait la faire. C'est simplement commencer à introduire des petits bougés, des petits décalages qui dérangent et qui progressivement laissent passer quelque chose que je ne peux pas dire comme tel. Parce que je suis dans la langue de lettres et je suis dans la langue des mots qui sont les nôtres. Donc pour moi, écrire, c'est ce cheminement-là. C'est pour ça que je passe par la littérature. J'aime pas le mot la littérature comme ça, mais dire que je passe par ces... Encore une fois, c'est pour essayer de fissurer progressivement et de pouvoir laisser entendre quelque chose à la fin qui ne soit pas exactement ce qu'on pouvait entendre de ces mots-là au début. Bon, peut-être qu'on s'arrête là-dessus. Merci de votre patience et c'est à poursuivre. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.